Éric Ciotti, on démarre avec Mayotte, une île au bord de l'explosion. C'est ce que titre la Nouvelle République du Centre-Ouest ce matin dans la PQR. Donc cette île est au bord de l'explosion sociale. Le gouvernement annonce par la voix de la ministre des renforts de forces de l'ordre, 60 gendarmes mobiles, des policiers également. Et Yves Jégo, lui, l'ancien ministre des Outre-mer, propose d'envoyer l'armée. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? La situation de Mayotte est insupportable. Et ce qui se passe aujourd'hui traduit un véritable abandon de la part du gouvernement. Traduit également une dérive des institutions de la République, du fonctionnement des institutions de la République sur ce territoire de France. Aujourd'hui, la loi est contournée, est violée, est détournée, l'insécurité règne. La priorité, c'est à l'État de s'en donner les moyens. Quel qu'il soit, c'est que l'autorité de la République soit réaffirmée. On est dans une situation insupportable. 40% de la population à Mayotte se trouve en situation irrégulière. L'idée d'Yves Jégo d'envoyer l'armée, c'est quelque chose qui vous plaît ? Il faut que la sécurité soit restaurée. Les Mahorais ne peuvent plus vivre dans cette situation d'insécurité où des enfants... Ça passe par l'armée. Ou des enfants... Non, je ne dis pas ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il faut que l'État assume ses responsabilités. Envoyer la moitié d'une unité de force mobile de gendarmes à Mayotte n'est pas à la hauteur du problème. D'abord, je pense qu'il faut changer la loi, et notamment sur les conditions migratoires. Laurent Wauquiez l'a dit, nous avons l'exigence aujourd'hui d'arrêter avec les dérives du droit du sol à Mayotte, parce que autrement, cette île ne pourra plus tout simplement continuer à s'inscrire dans les institutions de la République. Éric Ciotti, il y a un problème très grave à Mayotte qui est celui des enfants, des enfants non accompagnés, des jeunes migrants, des mineurs isolés. Vous avez été président d'un département. Les départements ont la charge, c'est une charge énorme. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec l'État sur qui prend quoi en charge. Quel est votre point de vue ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est que l'État refuse d'assumer ses responsabilités. Il y a encore eu une réunion hier entre l'association des départements qui s'est soldée par un échec avec M. Bussereau et le Premier ministre qui n'a débouché sur rien. C'est à l'État de gérer la politique migratoire, ce n'est pas une collectivité locale. On a aujourd'hui cette situation avec plusieurs milliers de mineurs non accompagnés, des mineurs isolés. Il y en a plus de 15 000 en France qui arrivent. Et on a des inquiétudes pour les mois à venir, avec notamment ce qui se passe en Italie. Moi, je suis élu d'un département frontalier. L'année dernière, 50 000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés à la frontière et non admis en France, c'est-à-dire que les autorités italiennes les ont immédiatement récupérés sur leur territoire. Si demain, avec un nouveau gouvernement italien, ce n'est plus le cas, nous ne tiendrons plus. Nos structures d'accueil, vous savez, un département est en charge de la protection de l'enfance. Donc, il y a des structures d'urgence, il y a des placements judiciaires. Nous, nos structures sont saturées par cette situation et l'État n'assume pas ses responsabilités et le gouvernement nous balade depuis des mois sur ce sujet comme son prédécesseur. D'autres élus ont rencontré Édouard Philippe hier, les élus nationalistes corses. Il y aura bien un article spécifique sur la Corse dans la Constitution, mais sans le mot autonomie. Est-ce que c'est un bon compromis ? Moi, personnellement, je l'ai dit, et je crois même ici, je suis opposé à ce qu'il y ait des mentions spécifiques de territoire de la République au sein de notre Constitution. Je crains que ce soit l'ouverture d'une boîte de Pandore qu'on ne saura plus refermer. Et on le voit tout de suite, puisque dès qu'on dit il y a une mention pour la Corse, d'autres revendications s'expriment en Alsace, en Bretagne, au Pays Basque. Moi, je crois... Donc c'est une concession, que le gouvernement pourrait s'éviter. Je défends l'unité de la République. Il n'y a pas la nécessité, il n'y a pas l'exigence qu'il y ait une mention spécifique dans la Constitution. Bien sûr que la Corse a une spécificité particulière. L'insularité n'est pas la moindre. Mais pour autant, est-ce que nous devons aller sur cette exception ? Je ne le crois pas. Et donc, évaluons, il y a un nouveau statut en Corse.
il vient d'être adopté et d'être mis en place avec l'élection de la collectivité territoriale unique. Mettons en place un contrat de développement économique. Regardons comment tout cela évolue. Mais si on avance, je crains qu'on aille vers des désillusions de plus en plus fortes. Cette semaine, c'est une semaine qui va être marquée par une forte actualité sur la SNCF. On connaîtra demain le projet d'habilitation des ordonnances et surtout, on saura jeudi si les syndicats font grève. Vous dites quoi au gouvernement? Parce que tous les gouvernements ont reculé sur cette réforme. Est-ce que vous leur dites « tenez bon, allez-y » Je dis oui, il faut réformer la SNCF, mais l'essentiel de la réforme est mise sous le tapis. C'est-à-dire une des grosses difficultés de la SNCF, c'est notamment, et en termes budgétaires notamment, c'est le déficit du régime spécial de retraite. Ce sera traité l'an prochain. Oui, on renvoie, dit le gouvernement. On renvoie au calendrier grec, on reporte, donc ça veut dire que l'essentiel du sujet, le plus difficile, y compris le plus difficile socialement, on ne le met pas sur la table. Le gouvernement dit on traitera les retraites et les régimes spéciaux dans un cadre général. Plus tard. Plus tard. Aujourd'hui, le déficit des régimes spéciaux de retraite s'élève à près de 50 milliards d'euros. Je ne parle pas de la SNCF, je parle de tous les régimes spéciaux. Donc c'est un enjeu en termes de dépenses publiques majeur. Bien sûr, c'est difficile, mais on est là au cœur de l'illusion du pouvoir actuel. Des discours de communication, des slogans de communication très audacieux, très toniques, des coups de menton, des postures, et puis à la sortie, on a un robinet d'eau tiède. Donc oui, bien sûr, je soutiens la réforme. On va modifier le statut pour les nouveaux entrants. Donc on est très très loin de la réforme révolutionnaire annoncée. Denis Caro. Les Républicains ont lancé hier une grande offensive contre le 80 km/h sur le réseau secondaire. Le 80 km/h, Édouard Philippe estime que c'est 300 vies sauvées par an. Est-ce que gouverner, c'est pas aussi prendre des décisions impopulaires? Bien sûr, mais cette réforme, elle est partielle, je dirais qu'elle est partiale, elle est mal préparée. Qu'il y ait des sections de voies routières, quel que soit leur statut au demeurant, qui doivent voir la vitesse diminuer, c'est naturel, mais une mesure aveugle, globale, générale, un peu, il faut bien le dire, démagogique. Ce que nous dénonçons, c'est que l'automobiliste, un peu ce qui se passe avec ce qui se passe à Paris, est pris pour cible. Il est le payeur. Les taxes sur les carburants augmentent fortement, le contrôle technique augmente, les prélèvements, le stationnement. On voit bien que dans plusieurs villes, et notamment à Paris, mais aussi à Nice, il y a aujourd'hui, depuis quelques mois, avec les nouvelles règles, depuis quelques semaines, une augmentation massive des prélèvements sur le stationnement. Donc c'est une forme de ponction fiscale nouvelle. On a vu le coup de griffe sur Nice. On va parler politique maintenant. C'est Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui est notre invité. Laurent Wauquiez est en chute libre dans plusieurs sondages. Éric Ciotti, vous l'attribuez au fameux enregistrement là, fait par les étudiants de M Lyon à son insu? C'est la conséquence naturellement de cet enregistrement. En tout cas, des commentaires qui en ont été faits, et je dirais du déchaînement de commentaires où on a eu le sentiment, à écouter certains commentateurs, que c'était une erreur, que Laurent Wauquiez a commis. Vous l'avez regretté. A commis un crime. Laurent Wauquiez a dit les choses clairement. Moi, je dénonce la méthode aussi. On a enregistré clandestinement. Ce sont des dérives assez graves. Personne s'en étonne. Tout le monde considère qu'il est tout à fait normal que désormais on écoute des dialogues, dans ces des conversations. Il n'y a pas de sujet. C'est pas un problème démocratique, tout va bien. Mais sur le fond des conversations. Dans ces enregistrements, il est très dur, Laurent Wauquiez, avec Nicolas Sarkozy. Or, Nicolas Sarkozy le reçoit demain. Est-ce que la relation s'est réchauffée entre les deux ou est-ce qu'elle est encore, on va dire, très tiède? Ils en parleront naturellement demain, librement et avec la franchise du dialogue qui les a toujours associés. Et je suis sûr que ce lien de confiance en sortira renforcé. Denis Caro. Le Front National change de nom et vous tend la main. Certains sont prêts à la prendre. C'est le cas de Thierry Mariani. Alors, chez les Républicains, il y a des réactions très fortes. C'est non. Jean Leonetti parle notamment d'un rapprochement qui serait moralement inacceptable et politiquement suicidaire. Mais à côté de ça,
on n'envisage pas l'exclusion de Thierry Mariani? On a toujours été très clair. Et Laurent Wauquiez l'a encore rappelé hier soir en s'exprimant devant les militants. Jamais, jamais, jamais d'alliance avec le Front National. En quelle langue faut-il le dire? Mais la meilleure manière, de le démontrer, ça serait d'exclure Thierry Mariani. Avec les mots de la République, nous traçons notre chemin derrière Laurent Wauquiez, sans éluder quelques sujets que ce soit de sujets de préoccupation des Français. Malheureusement, certains tiennent des propos. Je crois que ce propos laisse présager que, naturellement, il y a des arrière-pensées derrière et que l'éloignement, la séparation, elle est naturelle. Vous avez un bureau politique ce soir. Ce cas va être abordé? Bon, j'imagine qu'il sera naturellement abordé, oui. Alors hier, vous aviez Valérie Pécresse qui est venue dans votre région, elle était à Antibes. Elle a fait des propositions sur la sécurité et notamment le fait de rendre obligatoire les polices municipales pour les villes de plus de 10 000 habitants. Ça va dans le bon sens? C'est une bonne idée? Je ne suis pas favorable à un caractère systématique des contraintes imposées aux élus. Maintenant, il faut qu'il y ait une articulation très, très forte. Il faut qu'il y ait une articulation très forte. Là où, dans la plupart des villes, aujourd'hui, en réalité, dans la plupart des villes de 10 000 habitants, il y a des polices municipales. Pas dans toutes, j'en conviens, donc il faut progresser. Mais la police municipale, souvent, est aussi le substitut au désengagement de l'État en matière de sécurité. Donc, moi, je suis pour un État régalien qui assume ses compétences. Que les policiers arrêtent de travailler dans des conditions indigentes, que la justice ne soit plus clochardisée, pour reprendre le mot de M. Urvoas, qu'il y ait des places de prison qui permettent d'exécuter les lois de la République, tout ce qui n'est plus fait aujourd'hui. Vous avez vu qu'en Allemagne, puisque Angela Merkel demain recommence un nouveau mandat, il y aura un ministère, un super ministère de l'Intérieur et de la patrie. C'est une bonne idée, ça? Nous avions proposé, lors de la primaire, autour de Nicolas Sarkozy, qu'il y ait un grand ministère de la sécurité nationale. Moi, je suis en effet pour que l'on regroupe les moyens, que l'on ait une démarche de plus en plus globale entre la sécurité et la justice, qu'on arrête ces césures artificielles, parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que chacun soit protégé, que dans un état de droit, chacun puisse vivre en sécurité et donc en liberté. C'est ça l'enjeu. Sur Nice, Éric Ciotti, depuis plusieurs mois, on ne compte plus les sujets de divergence, voire de conflit entre Christian Estrosi et vous. La semaine dernière, après la présentation du plan d'investissement de la métropole, vous avez dénoncé l'explosion de la dette et la dérive des dépenses. Christian Estrosi, c'est un mauvais gestionnaire. Il n'y a pas une multiplication des sujets de divergence. Ce matin, vous avez parlé du stationnement à Nice également. Je dirais qu'il y a deux sujets majeurs qui nous ont séparés. C'est le soutien... Donc la ligne politique. Le soutien permanent apporté au gouvernement par Christian Estrosi, y compris avant le premier tour de l'élection présidentielle. Vous vous rappelez de ce rendez-vous. Donc, moi, j'ai appelé Christian Estrosi à une forme de clarification, parce qu'on ne peut pas, notamment, c'est son cas, présider la Fédération des Républicains, qui est un parti d'opposition. Et dans une démocratie, il est légitime, en tout cas, c'est un droit d'être dans l'opposition, comme je respecte la position de Christian Estrosi d'être dans la majorité. Mais ce que je conteste un peu plus, c'est la faculté à être dans les deux, parce que là, il y a une espèce de contrat de confiance avec les électeurs qui est rompu. Puis deux, c'est vrai qu'on a, il y a la politique locale aussi, et les décisions locales. On a une vision très différente de la gestion de l'argent public. Et nous l'avons démontré l'un et l'autre à la tête des collectivités qu'on a présidées. Moi, j'ai présidé pendant 9 ans le département. La Chambre régionale des comptes a dit que la gestion du département était plus que satisfaisante. Et elle a dit que la gestion de la ville de Nice était préoccupante. Aujourd'hui,
La réalité, ce n'est pas un plan d'investissement qui a été présenté, Denis Caro. Là, vous rentrez dans le schéma de communication qui a été fait. C'est un plan d'augmentation massive des impôts, avec une augmentation à Nice de 13% de la taxe foncière et de 60% de la taxe d'habitation pour les résidents secondaires. Donc c'est un message très fort parce que la situation financière est grave. La dette sera en 2018 selon le document même de la métropole, de plus d'1,5 milliard d'euros. Donc c'est une tendance qui me préoccupe. Je l'ai dit, c'est mon droit. Je suis député. Vous avez dit aussi la semaine dernière que vous réfléchissiez à une candidature face à Christian Estrosi à Nice. Vous êtes aujourd'hui son premier opposant. Au municipal. Je ne suis pas dans une position d'opposant. Moi, je suis membre des Républicains, je suis dans ma famille politique, je défends mes convictions. Et vous pourriez vous présenter contre lui ? Dans ces convictions, il y a le fait de ne pas gaspiller l'argent public. Est-ce que vous pouvez répondre juste à la question sur les municipales? Je répondrai, évidemment, vous me l'avez déjà posé, Cyril Viguier, et j'y répondrai d'abord aux Niçois, en son temps. Et c'est pour ça à quel moment j'ai utilisé cette formule. À quelle date? Nous verrons bien. On est encore très très loin des élections municipales. Moi, il y a des sujets sur lesquels je suis d'accord, que j'approuve, que je soutiens sur la politique locale. Et heureusement, il y en a beaucoup. Et puis, il y en a d'autres aujourd'hui où j'alerte.